Download our game now. Collect the apples and create your own Snow White style. Il était une fois une petite fille orpheline de 5 ans qui s'appelait Heidi. C'était une très belle petite fille aux yeux marron foncé, aux cheveux noirs courts et aux joues roses. Heidi était très élevée par sa tante d'été qui vivait en Suisse. Un jour, la vie de Heidi a été bouleversée lorsque sa tante a trouvé un emploi dans une autre ville. Tante d'été qui ne pouvait pas emmener Heidi avec elle. Nous allons dans les Alpes chez ton grand-père, ma chérie. Tu resteras avec lui quelques jours et je viendrai te chercher quand mon travail sera terminé. C'est pour ton bien, tu comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous savez ce qui est le mieux pour moi, ma tante. J'apporterai mes poupées avec moi et nous t'attendrons. J'ai aussi hâte de rencontrer mon grand-père. J'ai hâte. Après un très long voyage, ils arrivèrent enfin au chalet de son grand-père. Grand-père Adolphe y vivait avec son chien Joseph. Tout le monde le connaît comme un homme lunatique et difficile, mais il est en effet très doux. Tante d'été lui a expliqué la situation et a laissé Heidi là-bas. Heidi et son grand-père se sont aimés dès leur rencontre. Les pétilleries de la petite fille ont commencé vie à la maison. Grand-père Adolphe s'est habitué à sa nouvelle vie avec Heidi et ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Il ne marchait plus en froissant les sourcils. Où étais-tu, Heidi? Je me sens renaître quand tu es ici avec moi. Je t'aime, ma chère petite fille. Moi aussi, grand-père. Je t'aime vraiment et j'aime aussi cet endroit. Malheureusement, je n'ai pas d'amis. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre. Il vit avec sa grand-mère aveugle dans un chalet près d'une autre. Demain, je te le présenterai. Qu'en dis-tu? Oh, c'est merveilleux! Hurrah! Pierre est un garçon qui est aussi gardien des chèvres pendant son temps libre après l'école. Pierre, je te présente ma petite fille Heidi. Bonjour Heidi. Bonjour, Pierre. Vas-y, allez jouer ensemble, d'accord? Après ce jour, ils sont devenus de très bons amis. Tous les jours, Heidi et Pierre emmenaient les chèvres paître. Elles grimpaient les tentes raides comme le font les chèvres et elles couraient pieds nus. Pierre, cours! L'un des enfants s'enfuit en courant, attrapons-le! Ne t'inquiète pas, il va revenir. Ouf! J'ai eu peur pendant un moment. Bon, alors, laisse-moi cueillir quelques fleurs. Je les donnerai à ta grand-mère à notre retour. J'espère qu'elle me donnera du lait de chèvre frais en retour. Pierre a appris à Heidi comment traître les chèvres. Ils ont aussi nommé les chèvres une par une. Heidi a même préparé une soupe à la maison et a apporté du pain frais à grand-mère. Sa joie et son optimisme avaient contaminé tout le monde. Après quelques années, tante d'été est revenue chercher Heidi. Elle allait l'emmener dans une famille riche qui vivait à Francfort pour qu'elle puisse recevoir une éducation et avoir une meilleure vie. Je ne peux pas abandonner Heidi. Que vais-je faire sans elle? S'il te plaît, ne m'emmène pas, ma tante. Je ne veux pas être séparée de grand-père. Je ne peux pas partir. Je suis très heureuse ici. Tu vivras dans une famille très riche, Heidi. Tu vivras dans une grande maison et tu recevras une éducation dans une très bonne école. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Ma chère petite fille, tu sais combien je t'aime et combien tu vas me manquer. Je pense que ta tante d'été a raison. Ce sera une meilleure vie pour toi. Écoute ce que j'ai à te dire. La famille chez qui tu vas habiter a une fille de ton âge. Vous pourrez devenir amies toutes les deux. Clara ne sait pas marcher et elle n'a pas d'amis. Elle a besoin d'une amie comme toi. Allez, viens, tu verras, tu seras beaucoup plus heureuse là-bas. Grand-père Adolphe et Heidi étaient tous deux en larmes. Après un long voyage, ils arrivèrent à Francfort. Ils arrivèrent dans une très grande maison et le gouvernante Madame Rotenteneur les accueillit à la porte.
Bienvenue, je suis Madame Rottenmeier. Et moi, je suis Clara. Bienvenue, Heidi. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer. Heidi, il est temps pour moi de partir. Prends soin de toi, ma chère. Je suis sûre que tu t'entendras très bien avec Clara. Assure-toi d'écouter ce que te dit Madame Rottenmeier. Je t'aime, ma chère nièce. C'est alors que le cauchemar de Madame Rottenmeier a commencé. Elle fronça toujours les sourcils et ne souriait jamais, parce qu'elle était une disciplinaire et une femme de ménage. Bon, la cérémonie de rencontre est terminée. Enlève ces choses sales tout de suite et prends une douche. Je vais t'apporter des vêtements propres. D'accord, Madame Rottenmeier. Comme vous voulez. Tu peux venir dans ma chambre après t'avoir douché, Heidi? Nous pourrons jouer ensemble. Oh, super. Je vais me nettoyer rapidement et je viendrai ensuite. Clara vivait dans une grande maison avec son père, sa grand-mère, la gouvernante, Madame Grontener et les autres domestiques. La plupart du temps, elle restait dans sa chambre et ne tirait jamais les rideaux, ni n'ouvrait les fenêtres. Heidi était choquée lorsqu'elle est entrée dans sa chambre de Clara. Elle a immédiatement tiré les rideaux pour laisser entrer de la lumière par la fenêtre. Tout à coup, la pièce était pleine de lumière du jour. Clara, regarde comme c'est lumineux maintenant. Le soleil t'aidera toujours à te sentir beaucoup mieux. Avec le temps, Heidi s'est habituée à sa nouvelle maison et, une fois de plus, elle a laissé tomber tout le monde amoureux d'elle. Tous les jours, Heidi et Clara jouaient avec ses jouets, puis étudiaient. Madame Rottenmeier était fixée pour l'objectif de redresser Heidi et d'en faire une fille disciplinée. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'être une bonne fille, ne cours pas et ne te promène pas. Je suis désolée, Madame Rottenmeier. Heidi essayait de suivre toutes les règles de la maison, mais elle s'amusait beaucoup avec Clara. Néanmoins, les Alpes, son grand-père et Pierre lui manquaient toujours. Elle rêvait toujours de courir dans la campagne avec les chèvres. Un jour, Heidi n'arrivait pas à sortir du lit. La grand-mère de Clara est venue la voir tout de suite. S'il te plaît, grand-mère, renvoie-moi à la maison. Cette fille joyeuse que tout le monde connaissait et aimait avait disparu et à sa place se trouvait une Heidi malade et silencieuse qui avait aussi perdu l'appétit. Grand-mère se sentait mal pour elle et a appelé le médecin. Celui-ci dit qu'elle était nostalgique et que seul remède était qu'elle soit près de ses proches dans les montagnes. Ils ont donc décidé de la ramener chez son grand-père. Ma vie a tellement changé grâce à toi, Heidi. Tu vas me manquer. Je suis si heureuse, Clara. S'il te plaît, comprends-moi, c'est ma vraie maison. Viens me rendre visite dès que tu peux. Même après un voyage très long et fatigant, elle était ravie de revoir son grand-père. Elle courut vers lui et le serre joyeusement dans ses bras. Tu m'as tellement manqué, grand-père. Tout le monde m'a manqué ici. Tu m'as manqué aussi, ma chère petite fille. Nous ne serons plus jamais séparés. Regarde, Pierre est là, lui aussi. Salut Pierre, je suis de retour. Bienvenue, Heidi. Tu nous as vraiment manqué. Même les chèvres. Chaque jour, lorsqu'il gravissait les tentes, elle racontait à Peter, le manoir, et les bons moments qu'elle y avait passés. Après le retour d'Heidi, Pierre retrouva ses jours heureux. J'ai une nouvelle amie. Elle s'appelle Clara. Mais elle va beaucoup me manquer. Peut-être qu'un jour elle pourra venir me rendre visite, Heidi. Quelques mois plus tard, le souhait d'Heidi se réalisa. Clara avait obtenu la permission de venir dans les Alpes et de rester avec elle. Heidi, regarde, je suis là. Je n'arrive pas à croire que tu sois là enfin là. Bienvenue, Clara. Nous allons bien nous amuser. Les deux amis ont discuté jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, après un merveilleux petit déjeuner, Heidi et Clara sont allées à la campagne et ont rencontré Pierre. Clara leur a tenu compagnie pendant qu'ils faisaient paître les chèvres. C'était une expérience très différente pour elle, mais elle était heureuse.
Mais d'un autre côté, elle était bouleversée en regardant Heidi et Pierre courir et culbuter. Je me demande si je serai capable de courir comme elle un jour. Je n'ai aucune idée de ce que cela doit faire. Les jours passent. Clara retrouvait la santé en passant du temps dans la nature. Ses joues étaient roses. Avec l'aide de grand-père Adolphe et de Heidi, elle a même commencé à se lever de son fauteuil roulant petit à petit. Bravo Clara, tu peux le faire. J'ai tellement peur. Et si je tombe? Nous sommes là, juste à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Un jour, alors que Clara regardait Heidi et Pierre rassembler les chèvres, elle vit une vache courir vers elle. Au secours! Au secours! Effrayée, elle sauta de son fauteuil roulant et fit quelques pas. Elle marchait, un miracle s'est produit. En effet, la vache courait vers l'étage, mais avait fait marcher Clara. Pierre et Heidi sont choqués et ne savaient pas quoi faire quand ils la voient. Ils ont couru vers elle et ils l'ont serrée dans leurs bras. Hurrah! Hurrah! Tu l'as fait, Clara! Tu l'as fait! Après ce jour, elle a fait quelques pas de plus chaque jour. Un pas, deux pas, jusqu'à qu'elle soit capable de marcher. Il était maintenant temps pour Clara de rentrer à la maison. Son père et sa grand-mère étaient venus la chercher. Clara les attend dans le fauteuil roulant. Quand il l'a vue, elle s'est levée et a couru et a serré dans les bras alors qu'il entra dans le chalet. Elle voulait leur faire la surprise. Ils se sont assises ensemble et ont parlé des jours que Clara avait passés dans les Alpes. Clara se souvient de l'incident avec la vache. Clara, son père et sa grand-mère restent quelques jours de plus, puis se sont retournés à Frankville. Chacun est de retour dans sa propre maison. Heidi dans les Alpes et Clara à Frankville. Ils ont poursuivi leur amitié par le billet de lettres. Clara écrit à Heidi qu'elle reviendra dans les arbres au printemps pour qu'elles puissent courir ensemble et traire les chèvres. Finalement, la neige a commencé à tomber et l'hiver est arrivé. Tout au long de cet hiver, Pierre et Heidi ont fait de la luge. De temps en temps, ils discutaient et éduquaient au coin du feu le soir. Le grand-père de Heidi s'endormait joyeusement près de la cheminée, sachant qu'Heidi serait à ses côtés. Heidi, son grand-père et tous ses proches vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! Autrefois, dans un pays lointain, vivaient deux frères, Ali Baba et Kazim. Ali Baba, un pauvre bûcheron, était un homme bon et honnête. Mais Kazim, le frère aîné, était un homme jaloux et pudique au cœur mauvais. Un jour, lorsque Ali Baba coupait et ramassait des troncs dans la forêt, il vit un grand groupe de cavaliers vers lui. Tremblant de peur, il grimpa dans un arbre. Même son âme fut si effrayée que le pauvre animal se cacha derrière les buissons. Grand Dieu! 1, 2, 3, 40 d'entre eux. Je suppose que ce sont les fameux 40 voleurs qui volent l'or et les bijoux des autres. Je ferais mieux de rester ici jusqu'à ce qu'ils soient partis. Ali Baba a commencé à observer avec curiosité les 40 voleurs. Le chef de ces voleurs descendit de son cheval devant un rocher et cria « Ouvre-toi, ces hommes !» Dans un grand fracas, un gros rocher qui servait de porte s'ouvrit et les hommes entrèrent dans la grotte. Je ferais mieux de ne pas descendre de l'arbre. Je vais attendre ici. Ils avaient tous des sacoches de sel. Il y a probablement les biens volés à l'intérieur de la grotte. Oh mon Dieu, aidez-moi.
Effrayé et déconcerté, Ali Baba n'a pas bougé un muscle et est resté silencieux. Après un moment, l'énorme rocher s'est rouvert et les voleurs sont sortis. Ferme, Sésame. Les voleurs sont partis, montant à nouveau sur leurs chevaux. Bien qu'Ali Baba ait eu peur, il était extrêmement curieux. Il descendit de l'arbre, ne marchant vers l'entrée de la grotte qu'après avoir été certain que les voleurs étaient partis. Il a dit le mot magique. Ouvre-toi, Sésame. La porte de la grotte s'ouvrit dans un grondement. Waouh! Elle s'est ouverte quand j'ai dit les mots magiques aussi. Ali Baba est entré dans la grotte un peu hésitant. Il faisait sombre à l'intérieur. Un passage étroit menait au fond de la grotte. Après avoir marché pendant quelques minutes, il a atteint un espace ouvert. C'était là que les voleurs gardaient tous leurs trésors. Ali Baba était stupéfait par ce qu'il voyait. Il ne pouvait pas en croire ses yeux. Tout l'or, les bijoux, les pièces que les voleurs avaient volées étaient empilées. Il était tellement étonné. Mon Dieu, c'est ici qu'ils gardent les biens volés. Quel grand trésor! Dieu sait où et à qui ils ont volé tout ça. Peu importe, je prends un sac plein de ces choses et je pars avant que le voleur ne revienne. Sésame, ouvre-toi! Il monta sur son âne et rentra chez lui. En y arrivant chez lui, il raconta tout à sa femme. Il se réjouit immensement de leur grande fortune, mais était aussi très nerveuse. Ali, ces pièces d'or ne sont pas à nous. Je pense que nous devrions les enterrer. Nous verrons ce que nous en ferons plus tard. Tu as raison, je suppose. Mais je me demande combien d'or nous avons ici. Moi aussi. Devrions-nous les compter? Compter pièce par pièce n'est pas approprié. Demande à mon frère Cassim de nous prêter sa balance. On les pèsera et on les cachera. Le lendemain, la femme d'Ali Baba se rendit chez Kazim pour emprunter la balance. Bonjour, puis-je emprunter votre balance? La femme de Kazim était une femme très curieuse. Alors, avant de remettre la balance à la femme d'Ali Baba, elle a placé un chewing-gum sous les plateaux de la balance. Elle voulait savoir ce qu'elle allait peser. Lorsque la femme d'Ali Baba est entrée chez elle, elle a mis la balance à Ali Baba et ont commencé à peser l'or. Puis, ils les ont enterrés dans le jardin comme ils l'avaient convenu. Le lendemain, ils rapportèrent la balance sans remarquer qu'une pièce d'or était collée à la gomme sous le plateau. Kazim et sa femme furent tous deux surpris lorsqu'ils trouvèrent la pièce d'or. Grand Dieu! Où mon frère a-t-il trouvé ces pièces d'or? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils allaient peser de la farine ou autre chose, mais ils pesaient de l'or. Je dois le découvrir. Je vais lui faire avouer la vérité. Comme il était gourmand, il se précipita chez Ali Baba pour savoir où il avait obtenu la pièce d'or. Salut Ali! Il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai trouvé une pièce d'or collée sur un des plateaux de la balance. Tu es un pauvre bûcheron. D'où vient cette pièce d'or? Ali Baba ne voulait pas répondre au début, mais comme il ne pouvait pas mentir, il a tout dit à son frère, sachant combien son frère était cubique. Il l'a prévenu à l'avance. Ne t'avise pas d'aller là-bas. Ces pièces d'or ne sont pas à nous. Les voleurs pourraient nous tuer s'ils les découvrent. Oh, d'accord, d'accord. Tu es vraiment un lâche. C'est pourquoi tu es et tu demeureras toujours un pauvre bûcheron. Comme
comme Kazim aimait tellement l'argent et l'or, il a inauguré l'avertissement de son frère. Il prit 2 ânes et se précipita vers la grotte dont Ali Baba lui avait parlé. Ouvre-toi, Sésame. La porte s'est immédiatement ouverte. Il était tellement hypnotisé par tout l'or devant lui qu'il se mit à rouler sur les tas d'or. Hourra! Je suis riche! Je suis riche! Il chargea les caisses d'or et se dirigea vers la sortie. Mais une fois sur place, il ne parvenait pas à se souvenir des mots magiques. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était du riz? Ouvre, riz, ouvre! Non, non, du blé, ça doit être ça. Ouvre, blé, ouvre! Ce serait-ce de la pomme de terre, par hasard? Ouvre, pomme de terre, ouvre! Je l'ai eu cette fois. Ouvre, tomate. Oh non, ça ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que c'était? Kazim essayait de se rappeler le mot magique quand soudain la porte s'est ouverte. Les voleurs étaient de retour. Ils ont pris Kazim en flagrant délit. Qui es-tu? Que fais-tu dans notre grotte? Comment es-tu entré? Mon nom est Cassim. Je suis le grand frère d'Ali Baba. Il m'a parlé de votre grotte et m'a envoyé chercher plus d'or. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis innocent. Allez plutôt attraper Ali Baba. Malgré ce qu'il a dit, le chef de voleurs a attaché Kazim avec une corde. Maintenant, dis-moi où je peux trouver cet Ali Baba. Effrayé à mort, il a fait tout ce qu'on lui a dit. Le chef des voleurs ne voulait pas que quelqu'un sache pour leur grotte secrète, donc il voulait trouver Ali Baba pour l'emprisonner dans la grotte. Kazim n'a pas revenu ce jour-là, alors sa femme s'est inquiétée. Il est allé à la maison de Ali Baba et lui a dit que Kazim n'était pas revenu. Elle était très triste. Ali Baba se doutait de ce qu'il avait pu se passer. Juste avant de partir, il a remarqué qu'il avait une croix peinte sur sa porte. Quel est ce signe? Je pense que je sais ce que c'est. Je reviens tout de suite. Étant une femme intelligente, la femme d'Ali Baba a compris que les voleurs avaient remarqué leur maison. Alors, elle a trouvé un plan. Elle a peint une croix sur chaque porte du quartier afin de confondre les voleurs. À minuit, lorsque les voleurs sont venus dans le quartier pour chercher Ali Baba, ils ont vu que chaque porte était marquée d'une croix. Ils ne pouvaient pas dire quelle était la résidence d'Ali Baba. Toutes les portes sont marquées. On ne peut pas trouver Ali Baba. On doit faire demi-tour. Le lendemain, le chef des voleurs découvrit exactement où vivait Ali Baba. Il cacha sa bande de voleurs avec 40 barils et remplit le 41 barils de l'huile. Il frappa à la porte d'Ali Baba. Bonsoir, je suis un marchand d'huile. Je viens de très loin. Pouvez-vous me laisser passer la nuit ici? En échange de votre gentillesse, je vous donnerai un baril d'huile. Étant l'homme au grand cœur qu'était Ali Baba, il voulait aider, alors il a laissé entrer. Bien sûr, entrez. Nous étions sur le point de dîner. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous. Ils se sont assis à table. Tandis qu'Ali Baba et le chef des voleurs mangeaient, la femme intelligente qu'Ali Baba commença à se méfier de l'homme. Elle descendit de la cave et vérifia les barils. Tu es là-dedans? Oui, c'est l'heure. On devrait sortir. Pas encore. Attendez mes instructions. La femme d'Ali Baba a réalisé ce qui se passait et s'est précipitée dans la cuisine. Elle a fait bouillir de l'huile dans une casserole et l'a versée sur l'un des barils. Le voleur qui s'était caché dans le baril a crié de douleur lorsqu'il était brûlé et s'est enfui de la maison. Cela a alerté les autres voleurs qui sont également quittés la maison en attendant le cri. Seul le chef des voleurs est resté, mais maintenant il était aussi effrayé et a directement donné l'ordre.
Sortez des barils maintenant, c'est l'heure. À sa grande surprise, il vit la femme d'Ali Baba tenant une pelle pleine d'huile bouillante se mettant à traverser de son chemin. Pour éviter le même sort de sa bande, alors qu'il tenait de s'échapper, Ali Baba et son fils l'ont attrapé et attaché avec une corde et l'ont mis aux autorités. Maintenant qu'il était temps de sauver son frère Kazim, Ali Baba s'est précipité vers la grotte. Ouvre-toi, sésame. Kazim était inexplicablement heureux de revoir son frère. Merci mon Dieu. Je ne me soucie plus de l'or ou des pièces de monnaie. J'étais mort de rire. Fais-moi sortir de cet endroit, Ali Baba, s'il te plaît. Je t'ai dit que tu ne devais pas convoiter autant les biens de ce monde. Cela peut te causer beaucoup d'ennuis. Grâce à Ali Baba, les voleurs ne sont jamais revenus dans ce pays. Les pièces d'or furent distribuées équitablement à tous les habitants. Leur pays fut béni par l'abondance. Ali Baba et Kazim vécurent heureux et en paix avec leur famille. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! Il était une fois, dans un pays lointain, une maman canard assise sur son nid, attendant patiemment l'éclosion de ses 6 œufs. Un jour, elle remarqua qu'un des œufs était plus gros que les autres. Je suis sûre que ce caneton qui sortira de cet œuf sera le plus beau caneton que l'on a jamais vu. Bien qu'elle se soit convaincue, il n'y avait rien d'anormal. La mère cane était toujours inquiète car c'était la première fois qu'elle voyait un œuf aussi gros. Finalement, les coquilles d'œufs ont commencé à se figurer et les canetons ont commencé à sortir les uns après les autres avec joie en faisant coinc coinc. Ils ont toutes éclos, sauf un. Il n'y en avait aucun mouvement dans le grand œuf. Je pense qu'il n'a pas été assez réchauffé. Maintenant, je vais m'asseoir à nouveau dessus pour voir s'il éclot. Les canetons sont assis à côté de leur mère qui, assis sur le nid, réchauffe le gros œuf. Finalement, l'œuf éclate. Tout le monde l'observait avec curiosité. Ils sont surpris par ce qu'ils voient. Un vilain petit canard gris qui ne ressemblait à rien à ses frères et sœurs. Ils le regardaient tout fixement. Oh là là, ce caneton ne ressemble pas aux autres. Le reste de mes canetons sont si mignons. Pourquoi est-il si différent? Maman canard était très triste. Elle se consolait en espérant qu'un jour il ressemblera à ses frères et sœurs. Mais en même temps, elle se disait que quoi qu'il arrive, il était aussi son caneton. Les jours passèrent et le vilain petit canard était toujours le même. Lorsque s'y promenaient avec leur mère et se baignaient, ses frères et sœurs le laissèrent toujours derrière eux. Quel vilain petit canard tu fais? Tu ne nous ressembles pas. Va-t'en, on ne peut même pas jouer avec toi. On ne t'aime pas. Nous ne voulons pas que tu traînes avec nous. Le vilain petit canard était vraiment contrarié. Il marchait toujours la tête basse, l'air triste. Un jour, il est allé au lac et en pleurant, il s'est parlé à lui-même. Ma mère est très triste et mes frères et sœurs ne veulent même pas de moi. Pourquoi suis-je si laid? Je me sens si seule. Personne ne m'aime. En regardant dans l'eau, il a vu son reflet. Mes frères et sœurs ont raison. Je suis vraiment un drôle de canard. Ma mère ne m'a même pas embrassé une seule fois. Je ne peux plus vivre avec eux. Il a donc décidé de quitter sa famille et aller dans la forêt pour commencer une nouvelle vie tout seul.
Il marcha longtemps et alla très loin. De temps en temps, il s'arrêta pour se promener sous un arbre. Il trouva un plan d'eau, il nageait pour continuer son voyage. Les jours, les mois passèrent et le temps se refroidit. Le vilain petit canard grelottait et ne pouvait même pas retrouver un repas décent. Il s'est également mis à neiger si fort que toute la forêt était maintenant toute blanche. Il pouvait à peine marcher. Heureusement, c'est alors qu'il a repéré une ferme. Excité, il est rentré dans le poulailler, mais les poules ne pouvaient pas lui non plus. Quel genre de canard es-tu? Sors de notre poulailler maintenant. Il a repéré une niche dans la ferme. Quand il a essayé d'y rentrer, un énorme chien l'a confronté. Hé, où est-ce que tu crois aller? Ce n'est pas ta maison. Qui a dit que nous étions amis? Cette fois, le pauvre vilain petit canard voulait entrer dans la grange. Nous ne voulons certainement pas voir un vilain petit canard comme toi parmi nous. Ton visage est si laid que tu pourras arrêter de produire du lait. Va-t'en. À ce moment-là, la propriétaire de la ferme regardait par la fenêtre. Elle eut pitié du vilain petit canard qui grelottait et courait d'un endroit à l'autre cherchant un abri. La dame le sécha, l'enveloppa dans une serviette propre et l'emmena à l'intérieur de la maison. Elle l'a ensuite placé près de la cheminée pour qu'il puisse se réchauffer. Merci de m'avoir accueilli, madame. Réchauffe-toi maintenant, mon canard. Laisse-moi t'apporter de la nourriture. La dame avait aussi un chat domestique. Il regardait de loin le vilain petit canard. Le chat est devenu très jaloux parce que son maître s'occupait maintenant du caneton. Alors que le vilain petit canard essayait de se réchauffer près de la cheminée, le chat s'est approché de lui pour le narguer et le griffer. Le pauvre vilain petit canard a dû supporter les grailleries du chat pendant quelques jours. Il voulait juste se reposer et pouvoir manger quelque chose pour reprendre ses forces. Après un certain temps, le vilain petit canard décida de partir. Merci de m'avoir invité, madame. Mais je dois partir maintenant. Je ne souhaite pas m'imposer à vous ou vous causer des problèmes. Le vilain petit canard se réunit en route. Entre-temps, la neige avait fondu et le printemps était arrivé. Sur son chemin, il rencontra un petit lac. Il y sauta et alors il nagea joyeusement. Il vit son reflet dans l'eau. Oh, qui est-ce? Ce n'est pas moi ou est-ce que ça pourrait l'être? La dernière fois que j'ai regardé en hiver, j'étais un vilain petit canard. Il battit et battit ses ailes et quand il vit son énorme ombre dans l'eau, il cria joyeusement. Grand Dieu, comme j'ai grandi et comme je suis devenu beau, je me demande comment ma mère et mes frères et sœurs me traiteraient s'ils me voyaient maintenant. Soudain, deux cygnes qui lui ressemblaient ont nagé vers lui. Salut! Bienvenue dans notre lac. Nous sommes des cygnes tout comme toi. Tu es perdu? Tu peux te joindre à nous si tu veux. Tu es l'un des nôtres. Enfin, le vilain petit canard connaissait la vérité. Il s'avère que son œuf avait accidentellement roulé vers le nid de sa mère. Il a donc décidé de rester avec les saints. Il était très heureux. Il nageait dans les eaux calmes du lac, admirant sa propre beauté. Cependant, même s'il était très heureux, le vilain petit canard ne pouvait pas oublier sa mère. Au fur et à mesure que le temps passait, sa mère lui manquait et il commençait à penser qu'il n'aurait jamais dû partir. J'étais un œuf de cygne qui s'est accidentellement mélangé aux œufs de canard de ma mère. Ma mère ne m'a jamais séparée des autres et m'a gardé au chaud pour que je puisse éclore comme mes frères et sœurs. Je lui dois la vie. Le vilain petit canard raconta l'histoire à ses amis cygnes.
et il le remercia pour tout. Il leur dit au revoir et retourna à la ferme où il était né. Quand il arriva, il courut vers sa mère et ses frères et sœurs. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le vilain petit canard. En fait, je suis un cygne. Je suis devenu un beau cygne. De quoi ai-je l'air? Sa mère était choquée mais heureuse de revoir son fils. Bienvenue à la maison. J'étais si inquiète pour toi. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que nous t'avons fait, mon fils. Ses frères et ses sœurs avaient tellement honte. Nous t'avons jugé sur ton apparence. Peux-tu nous pardonner? Nous avons brisé ton cœur. Nous ne ferons jamais une telle erreur. Allez, viens, nageons ensemble comme au bon vieux temps. Ils ont tous sauté dans l'eau joyeusement. Ils nagèrent en tentant avec maman canard en avant, suivi de ses 5 canetons. Et à l'arrière, le beau cygne blanc, le vilain petit canard. Nageant tous ensemble, ils vécurent heureux pour toujours. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! Il était une fois une pauvre femme veuve qui vivait dans un village. Cette femme avait un fils qui s'appelait Jacques. Jacques était un garçon très paresseux. Il n'aidait jamais sa mère à la maison. Il ne travaillait pas non plus pour gagner de l'argent. Même si c'était un garçon très intelligent, il était inutile. Jake, réveille-toi. Tu dois aller au marché et vendre les dernières vaches qui nous restent. Comme Jacques n'avait jamais travaillé, le seul moyen de subsistance était de vendre toutes les vaches qu'il possédait après le décès de son père. Je suis désolé, Fiolet, mais nous devons te vendre. Il ne nous reste plus rien à manger. Sur son chemin, vers le marché, Jack a rencontré une vieille femme étrange. Bonjour, jeune homme. Où vas-tu? Je vais au marché pour vendre notre vache. Ne te donne pas la peine d'y aller. Si tu me donnes la vache, je te donnerai un peu de mes haricots magiques en échange. Qu'est-ce que tu en dis? Jack n'a pas aimé cette offre, mais la femme a insisté. Regarde, ce sont des haricots magiques. Ils te rendront riche. Tu es sûr que tu ne les veux pas? Quoi? Tu as des riches? Ok, je les prends. Jacques donna la vache à la vieille femme. Il prit les haricots et rentra chez lui. Maman, regarde, j'ai vendu la vache et maintenant nous avons des haricots magiques. Je n'ai même pas eu besoin d'aller à marché. Sa pauvre mère faillit s'évanouir car elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Quoi? Comment peux-tu faire ça, Jake? Je t'ai demandé qu'une chose, mais tu n'as même pas pu le faire. Dans ta chambre, maintenant. Jacques était très en colère et bouleversé. Il a jeté les haricots qu'il tenait dans ses mains dans le jardin. Jacques s'est rendu compte qu'il avait été trompé. Il était triste et affamé. Il ne pouvait même pas dormir. Il regrettait de ne pas pouvoir faire ce que sa mère lui avait dit de faire. Au matin, le petit homme regarde par la fenêtre et voit une plante qui pousse rapidement. C'était une tige de haricots géante qui s'élevait vers le ciel. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un haricot magique. Je suppose que la vieille femme disait la vérité. Les haricots étaient magiques. Nous serons riches, riches!
Il est immédiatement sorti dans le jardin et a commencé à grimper sur l'haricot géant. Il n'arrivait pas de monter et de monter. On aurait dit que la plante n'avait pas de fin. La tige de haricot atteignit les nuages. Parmi les nuages, il y avait une énorme maison en face de lui. Tout était si grand que même l'herbe autour de la maison ressemblait à un arbre à côté de Jacques. Jacques frappa à la porte de la maison géante. Une femme géante lui ouvrit la porte. J'ai très faim et je suis fatigué. Pouvez-vous me donner quelque chose à manger? La femme géante eut beaucoup de peine pour le petit garçon. Entre, mais tu dois manger et partir avant que mon mari n'arrive. Il déteste les enfants et il peut te faire du mal. Jacques s'est immédiatement assis à la table. Quand il a commencé à manger, il a soudainement entendu une voix forte et effrayante. Fi, fa, fo, foum. Ça sent comme les enfants ici. Cette odeur me fait perdre l'appétit. Je n'aime pas ça. Où est-il? Le mari de la femme géante était un géant à allure horrible. Le sol tremblait quand il marchait. Vite, cache-toi dans le four, il ne doit pas te voir. Effrayé, Jacques se cacha tout de suite dans le four. Quand le géant ne trouva pas Jacques, il s'assit à table pour manger son dîner. Une fois qu'il eut terminé, il alla dans sa chambre pour faire une sieste. Il n'arrêtait pas de dormir. Je compte et je n'ai toujours pas fini. Jacques se rendit compte que le géant était parti. Alors il était sur la point de partir. Il remarquait une pochette pleine d'or sur la table. C'est donc ce qu'il voulait dire quand il répétait « je compte et je ne peux pas finir ». Jacques jeta la poche, qui ressemblait plus à un sac à compter de lui, et glissa le long du haricot magique. Maman, regarde tout l'or que je t'ai apporté. Nous ne sommes plus pauvres. Fils, où as-tu trouvé ça? J'espère que tu n'as rien fait de mal. Jacques a convaincu sa mère et elle était soulagée. Après un certain temps, Jacques ne pouvait s'empêcher de penser à la maison au sommet de la tige de haricot. Je me demande ce qui se passerait si je remontais là-haut. J'ai aussi de l'expérience maintenant. Un jour, il ne put résister et grimpa à nouveau sur l'haricot magique. Il se rendit à la maison du géant. La femme du géant était une femme très gentille et elle le laissa entrer à nouveau. Peu de temps après, le géant rentra chez lui. Dès que Jacques entendit ses pas, il se cacha dans le four. Le géant entra dans la maison joyeusement, mais son humeur changea soudainement. Il se mit en colère et grogna. Fi, fa, fo, foum. Je sens encore des enfants ici. Tu sais que je les déteste. Je sais qu'un enfant est venu dans notre maison aujourd'hui. Qui est-ce? Il n'y a pas d'autre odeur que celle du repas préparé. Et personne n'est venu aujourd'hui. Laisse-moi préparer ton dîner. Tu dois avoir faim. Le géant mangea jusqu'à qu'il soit complètement rassis. Avant d'aller dans sa chambre, il demanda à sa femme de lui apporter sa poule aux œufs d'or. Sa femme la posa sur la table. Je te commande un œuf d'or, un œuf d'or. La poule ponda un œuf d'or à chaque fois et le géant les metta dans un panier. Dès que le géant se rendit dans sa chambre, Jacques, qui avait tout vu à travers les trous du four, attrapa la poule et glissa le long du haricot magique pour rentrer chez lui.
Le temps passa. Jacques et sa mère étaient maintenant très riches, mais Jacques ne voulait toujours pas travailler. Il n'arrêtait pas de penser à l'endroit où vivait le géant. Il était intéressé par l'or. Je vais y aller encore une fois, mais cette fois je dois être plus prudent. Il grimpa le long du haricot et entra dans sa maison sans que la femme du géant ne le remarque. Il se cache à nouveau dans le four, mais dès que le géant entra dans la maison... Fi, fa, fo, foum. D'où vient cette odeur d'enfant? Je déteste cette odeur. La femme du géant, qui n'avait pas vu Jacques, entre, dit au géant: Tu cries comme ça à chaque fois que tu penses sentir un enfant? Tu peux chercher partout, tu verras qu'il n'y a personne d'autre que nous dans la maison. Le géant et sa femme ont cherché partout dans la maison, mais n'ont pas trouvé Jacques. Jacques s'était très bien caché. Après avoir repris son repas, le géant appela sa femme. « Peux-tu m'apporter ma harpe d'or ?» La harpe qui était sur la table se mit à jouer. Une si belle musique que le géant, qui était complètement rassasié, s'endormit profondément. Jacques vit le géant s'endormir, saisit la harpe et commença à courir. Mais la harpe magique se mit à crier. Au secours! Au secours! On m'enlève! Le géant entendit les cris de la harpe et se réveilla immédiatement. Il a couru après Jacques. Le poursuivant, Jacques avait vraiment peur. « C'est donc toi qui m'as volé mon or et mon poulet. Je vais t'attraper et t'emprisonner à vie. » Jacques courut aussi vite qu'il le pouvait, sauta et glissa le long du haricot, tout en se tenant à la harpe. Le géant, qui ne pouvait pas glisser à cause de son énorme corps, était extrêmement en colère. Dès que Jacques a glissé et atteignit son jardin, il a coupé le haricot magique qui, avec le géant, s'est envolé très loin. Jacques était donc maintenant libéré du géant. Il s'est interrogé sur l'endroit où vivait le géant, mais il n'allait plus jamais pouvoir y retrouver. Jacques a sauvé sa vie de justesse. Il courut directement chez sa mère. Mère, ce que j'ai fait n'est pas bien. Tu m'avais prévenu, mais je ne t'ai pas écouté. Dorénavant, je ne prendrai jamais les affaires de quelqu'un sans lui demander d'abord. J'ai appris ma leçon. Plus de paresse. Je vais trouver un travail et travailler pour pouvoir prendre soin de toi. Oh, mon cher fils intelligent, je suis si heureuse. Après la décision de Jacques, la poule pondeuse d'œufs d'or commença à pondre des œufs normaux. Jacques apprit à jouer de la harpe magique car elle ne jouait plus toute seule. À partir de ce jour, Jacques et sa mère ont vécu une vie heureuse et paisible. Jacques gagnait maintenant son propre argent en tant que fermier. Il prenait soin de sa mère, il avait le meilleur travail parce que c'était celui qu'il savait faire. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! Il était une fois, dans une forêt lointaine, il y avait une famille d'ours. Le père ours, la mère ours et le bébé ours. L'aliment préféré de la famille ours était le gruau. Maman ours en faisait pour le petit déjeuner presque tous les jours. C'était bon et chaud. Maman, j'ai faim. Peux-tu m'apporter mes gros d'avoine?
D'accord, mon chéri, mais c'est vraiment chaud. Tu devrais attendre un peu avant de le manger, sinon tu vas te brûler la langue. D'accord, maman. Alors allons faire une promenade et nous pourrons manger en revenant. Le temps est magique, de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. Allons nous promener. Maman, papa, vous pensez qu'on peut aussi aller chercher du miel? Bien sûr, pourquoi pas? Ok, allons-y alors. Suivez-moi. Ainsi, la famille ours est partie se promener. Pendant ce temps, de l'autre côté de la famille vivait une famille nommée Boucle d'Or, qui avait de longs cheveux blonds et bouclés. La petite fille qui vivait avec ses parents aimait la forêt car les écureuils et les lapins étaient ses amis. Ses parents l'avaient prévenue de ne pas aller loin dans la forêt, alors elle jouait près de leur maison. Ses boucles d'or rebondissaient lorsqu'elle chassait les lapins et les papillons. Ses longs cheveux bouclés étaient vraiment magnifiques. Un jour, Boucle d'Or demande à sa mère la permission d'aller dans la forêt. Maman, il fait si beau aujourd'hui. Je peux me promener un peu dans la forêt? D'accord, ma chérie, mais ne va pas trop loin. Assure-toi de rester sur le chemin. Oh, il y a des fraises sauvages sur ton chemin. Tu veux en ramasser pour moi? Je vais te faire de la confiture pour toi. Délicieux, je les adore. Avec un panier à la main, Boucle d'Or commença son voyage en suivant le chemin. Alors qu'elle se pavanait joyeusement ses boucles rebondissantes sur son dos, c'est ce qu'elle préfère faire. Lorsqu'elle rencontra des fraises sauvages, elle commença à en manger et à en mettre dans son panier. Que se passerait-il si j'allais un peu plus loin dans la forêt? Si je ne vais pas loin, je ne serai pas en retard. Alors, petit à petit, Boucle d'Or alla de plus en plus loin dans la forêt. Ses amis lapins la suivaient, sautillaient parmi les fleurs pendant qu'elle chantait. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. Ruisseau, rivière, mer et ciel, j'aimerais avoir des ailes pour pouvoir voler. La 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 la. 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 Après un moment, elle a réalisé qu'elle était perdue. Elle était inquiète et effrayée. Soudain, elle remarqua une petite maison devant elle. Je me demande à qui appartient cette maison. Elle s'est approchée de la porte et a frappé. Il y a quelqu'un ici? Eh oh, quelqu'un! Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à la maison. Je suis perdue et fatiguée. Alors je devrais rentrer et me reposer un peu. Je demanderai de l'aide quand le propriétaire sera rentré. Boucle d'Or a poussé la porte et elle s'est ouverte. Alors elle est entrée. C'est un si joli chalet et ça sent bon ici. J'ai tellement faim. L'arôme provenait des 3 assiettes de gruau chaud sur la table. La plus grande assiette appartenait à Papa Ours, celle du milieu à Maman Ours et la plus petite celle de Bébé Ours. Boucle d'Or prit une cuillère de la plus grande assiette et se brûla la bouche. Oh, c'est si chaud! Puis elle essaya le gruau d'avoine de Maman Ours. Oh, c'est chaud aussi, je ne peux pas manger ça. Puis elle goûta les flacons d'avoine de Bébé Ours. C'était chaud et bon. C'est ça, c'est juste ce qu'il me faut. Elle l'a terminé d'un trait. Elle a ensuite fait le cours du chalet et a vu 3 chaises dans un coin. Il y avait 3 tailles différentes. Quand Boucle d'Or s'est assise dans la plus grande, elle a réalisé qu'elle était trop dure et inconfortable. Oh,
ours. C'est trop dur et pas confortable du tout. Elle essaya alors celle de maman ours. Il le dit de taille moyenne et un peu dur. Non, celui-là n'est pas pour moi non plus. Elle vit la chaise de bébé ours qui lui convenait parfaitement. Dès qu'elle a sauté sur la chaise, elle s'est assise et Boucle d'Or est tombée par terre. Aïe, ça fait mal. J'ai failli me casser la jambe. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaise? Elle était si fatiguée qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer. C'est alors qu'elle a vu 3 lits dans la pièce voisine. C'est génial. Je vais faire une sieste. Boucle d'Or grimpa dans la plus grand lit. Oh, c'est trop haut. J'ai l'impression d'être haut dans le ciel. Laisse-moi essayer le lit de taille moyenne. Quand elle s'est allongée dans ce lit, il était beaucoup trop mou et s'est enfoncé dedans. Ce n'est pas confortable non plus. Comment quelqu'un peut-il dormir dans ce lit? Je me demande vraiment qui vit ici, qui viendra bientôt pour que je puisse m'excuser d'être entrée chez eux, dans sa permission et aussi pour les dégâts que j'ai causés. Le 3e lit appartenait à bébé ours. Il était juste parfait pour Boucle d'Or. Oh, enfin! Celui-ci est parfait pour moi. Je vais faire une sieste. J'espère que les propriétaires de la maison viendront avant la nuit et m'aideront à retrouver le chemin de la maison. Elle s'est tout de suite endormie. À ce moment-là, la famille ours est revenue à la maison. Quand Père Ours est entré, il a été choqué en voyant la table. Quelqu'un a mis une cuillère dans mes gros avoines. Le mien aussi a une cuillère dedans. Oh non! Quelqu'un a mangé tous les miens. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Je suis affamée. Ne te fâche pas, mon chéri. Ton père et moi allons partager le nôtre avec toi. Le petit ours était sur le point de s'asseoir sur sa chaise lorsqu'il s'aperçut qu'elle était cassée et se mit à pleurer. Quelqu'un a cassé ma chaise. Où vais-je m'asseoir maintenant? Le père ours savait que quelque chose d'étrange se passait. Ce n'est pas normal. Je me demande qui est entré dans notre maison. Allons voir dans la chambre aussi. Ils entrèrent tous dans la chambre et virent Boucle d'Or endormie dans le lit de Petit Ours. Oh! Il y a une fille qui dort dans mon lit. Maman! Maman! Réveille-la maintenant! Boucle d'Or entendit le cri de bébé ours et se réveilla immédiatement. Oh là là, tu es si belle! Quand Boucle d'Or vit 3 ours devant elle, elle a eu tellement peur qu'elle a sauté du lit et s'est enfuie par la porte pour aller dans la forêt. Je suppose qu'elle pensait que nous allions lui faire du mal. Regardez, elle a oublié son panier rempli de fraises sauvages. Pauvre fille. Boucle d'Or a couru si vite et par chance, elle a retrouvé le chemin de la maison. Elle frappa à la porte en pleurant. La mère de Boucle d'Or entendit sa voix et ouvrit la porte. « Où étais-tu, Boucle d'Or? Je me faisais du souci pour toi. Que t'est-il arrivé ?» Boucle d'Or raconte à sa mère tout ce qui s'était passé. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne te désobéirai plus jamais. Sa mère l'a embrassée et a essayé de la calmer. Boucle d'Or n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser. « Ne t'inquiète pas, tu es à la maison et en sécurité maintenant. » Oh non, j'ai oublié de m'excuser auprès de la famille ours, mais j'avais tellement peur. C'était la première fois que je me retrouvais face à face avec des ours. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Je parie qu'ils savent que tu as couru parce que tu avais peur. À partir de maintenant, ne t'éloigne plus jamais de la maison. D'accord, maman, je te promets. Come
Welcome! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style. Il était une fois un roi qui vivait dans un pays lointain. La plus jeune fille du roi était très belle. Son père l'aimait beaucoup. Le jour de son anniversaire, il lui offrit une belle bague en or. Merci beaucoup, père. Je l'adore. C'est étrange. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un très beau prince m'offrait la même boule en cadeau. Le roi caresse affectueusement les cheveux de sa fille. J'espère qu'un jour tu te marieras, ma belle-fille. Qui sait, peut-être, épouseras-tu le prince de ton rêve? La princesse prit la balle en or et sortit jouer dans le jardin du palais. Elle lança la balle en l'air, mais elle n'arrivait pas à l'attraper et la balle roula jusqu'à un grand terrain herbeux près d'un étang. La princesse ne retrouva pas la balle et se mit à pleurer. Quelle négligence de ma part! Comment ai-je pu la perdre? Que vais-je dire à mon père? Soudain, elle entendit un bruit. S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne supporte pas les filles qui pleurent. Viens ici. Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce bruit? Une grenouille verte est apparue devant elle. La princesse la regarda avec étonnement. Elle n'avait jamais vu de grenouille qui parle. Une grenouille qui parle? Mais comment? Je suis une grenouille très spéciale. Si tu me le permets, j'aimerais t'aider, ma chère princesse. Je peux aller dans l'étang et récupérer votre balle en or. Oh, merci. Mon père te donnera sûrement tout ce que tu veux en retour. S'il vous plaît, rapportez-la moi. Non, je ne veux rien de roi. Ce que je veux, c'est que nous soyons amis. Seulement quand vous serez d'accord avec cela, je vous apporterai la balle. Comment est-ce possible? Vous et moi? Comment pouvons-nous être amis? Eh bien, nous mangerons ensemble, dormirons ensemble, nous nous promènerons dans le jardin ensemble. Nous jouerons avec votre balle au nord. Oh, et vous chanterez aussi pour moi. Je vous ai entendu et vous avez une voix merveilleuse. La princesse, impuissante, n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. D'accord, tout ce que vous voulez, tant que vous m'apportez ma balle en or. Si seulement je pouvais le tremper d'une manière ou d'une autre. Une petite grenouille ne peut pas me pousser à faire quelque chose que je ne veux pas. La grenouille sauta dans l'eau, prit la balle en or et la lança à la princesse. La princesse l'a attrapée, s'est retournée et a commencé à courir vers le palais. Elle ne voulait pas attendre la grenouille. La grenouille restait là, à regarder la princesse courir. Le lendemain, alors que la princesse prenait son petit déjeuner avec son père, la grenouille entra en sautillant par une des portes ouvertes et sauta sur la table. Bonjour, votre majesté. Pour ma princesse. J'espère que tu vas tenir ta promesse, belle princesse. Je suis venu pour prendre le petit déjeuner avec toi. Cette grenouille parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chère? De quelle promesse cette grenouille parle-t-elle? Oui, mon père, c'est une grenouille qui parle. J'ai aussi été choquée quand je l'ai vue près de l'étang hier. La balle en or que tu m'avais offerte est tombée dans l'étang. Cette grenouille l'a récupérée pour moi. En effet, votre majesté, en retour, la princesse a promis d'être mon amie. C'est pourquoi je suis ici. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Alors, tu devrais tenir ta parole, ma chère. Immédiatement, un autre ensemble de plats a été mis sur la table et ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Dégoûtant! Je me sens malade. La princesse se sentait désespérée car elle ne voulait pas désobéir à son père. Ce soir-là, la grenouille a sauté sur l'oreille à côté d'elle et elles ont dormi ensemble.
Bien sûr, la princesse ne pouvait pas dormir du tout. Elle resta enfermée dans un coin jusqu'au matin car elle ne voulait pas être près de la grenouille. Les jours passèrent. La grenouille suivait la princesse partout où elle allait. La petite grenouille connaissait aussi beaucoup de contes de fées. La nuit, elle racontait des contes à la princesse et le jour, en se promenant dans le jardin, elle mettait des fleurs qu'elle ramassait sur les cheveux de la princesse. Après un certain temps, la princesse s'est tellement habituée à la grenouille qu'elle s'inquiétait si elle ne le voyait pas dans les parages. Elle commença à tomber amoureuse de lui. Une nuit, la grenouille dit: « Ce soir, c'est à ton tour de me raconter un conte de fées et de me chanter une berceuse. Ma mère avait l'habitude de me chanter des berceuses tout le temps. » La princesse prit la grenouille dans ses mains et commença à chanter une berceuse à sa voix mélodieuse. Quelques larmes coulèrent des yeux de la grenouille. Quand la princesse vit combien son amie était triste, elle lui donna un baiser sur la joue. Soudain, la grenouille se transforma en un beau jeune homme. Le prince se leva et dit à la princesse qu'il était vraiment ce qu'il était arrivé. Une méchante sorcière m'a transformé en grenouille. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'une belle fille m'embrasse. Grâce à toi, la malédiction a été brisée. Princesse, voulez-vous m'épouser? La princesse était encore sous le choc. Essayant de comprendre ce qu'il venait de se passer, elle réalisa alors qu'il était le prince et qu'il avait offert la boule d'or dans son rêve. Je n'arrive pas à y croire. Bien sûr, je vais le faire. Allons dire à mon père. Ils se rendirent immédiatement chez le roi et lui racontèrent ce qui s'était passé. Le roi était lui aussi sous le choc, mais il était aussi très heureux que sa belle fille épouse le prince de ses rêves. La princesse et le prince vécurent heureux toute leur vie. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! C'est un réveillon de Nouvel An très froid et neigeux. Tout le monde dans la rue était pressé d'aller quelque part. Certains rejoignaient leur famille et d'autres leur maison bien au chaud. Ils portaient tous des manteaux épais avec des écharpes et des gants pour rester au chaud par ce temps glacial. Au coin d'une rue, il y avait une petite fille. Sa robe était en lambeaux et elle ne portait ni manteau, ni écharpe, ni gants. Par ce froid glacial, la fillette grelottait, faisait des petits pas, essayant de marcher dans les pantoufles inadaptées qu'elle portait. Elle était timide et un peu maigre, mais tout de même très belle. Qu'une glangle autour du cou, avec de nombreuses boîtes d'allumettes dedans. C'était la fille aux allumettes qui essayait toujours de vendre des allumettes dans la rue. Par cette nuit glaciale et enneigée, alors que la petite fille s'efforçait de marcher, ses chansons se sont soudainement déchirées. Elle a commencé à pleurer et ses larmes se sont mélangées à la neige. Que vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire pour marcher pieds nus dans la neige maintenant? Désespérée, elle continue à marcher. Elle était maintenant une fille allumette à pieds nus. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle sans avoir vendu d'allumettes.
J'ai des allumettes. Allumettes! Voulez-vous en acheter? Elle cherchait à s'abriter dans un coin, assise par terre, les pieds sous sa robe. Personne ne veut acheter des allumettes? Sa voix était à peine audible et elle n'avait toujours pas vendu une seule boîte d'allumettes. Mon Dieu, faites que je les vende. J'ai besoin d'argent pour acheter de la soupe pour maman et des médicaments pour grand-mère. Le vent soufflait de la neige qui couvrait ses cheveux et entrait dans ses cheveux. Elle était maintenant gelée dans ce coin. Personne ne veut acheter des allumettes? Il n'y avait que quelques personnes qui passaient, car il était vraiment tard. La fille aux allumettes continue de crier, mais sa voix est faible. Des allumettes! J'ai des allumettes! Des allumettes! Ses doigts gelés commençaient à lui faire mal. Si je pouvais me réchauffer un peu, je pourrais peut-être rester un peu plus longtemps. Je vais allumer une allumette pour me réchauffer. Ses mains froides n'étaient même pas capables de tenir la boîte d'allumettes. Elle réussit à allumer une allumette. La petite flamme qui sort de l'allumette est si chaude qu'elle est très agréable dans ses doigts gelés. Elle se sentait mieux grâce à la chaleur de cette petite flamme. Elle a fermé les yeux et a commencé à rêver. Maintenant, je suis dans une pièce chaude. Je me réchauffe les mains et les pieds près d'un réchaud. J'ai aussi un beau châle épais sur les épaules. La petite flamme de l'allumette l'avait fait rêver. Mais lorsque la flamme de l'allumette s'est éteinte, elle avait de nouveau froid. Alors, elle a immédiatement allumé une autre allumette. Elle pensait que c'était un bon jeu à jouer. Cette fois, elle a rêvé que c'était une belle journée de printemps et qu'elle était allongée sur des marguerites dont elle faisait une couronne. Le soleil était si brillant dans le ciel qu'il la réchauffait. Laisse-moi cueillir d'autres pour les ramener à la maison. Quand elle se fit en train de cueillir des marguerites, l'allumette était à nouveau éteinte. Elle en a alors allumé une autre, et une autre, et une autre encore. Il n'y avait pas de limite aux beaux rêves. Et maintenant, je vois une merveilleuse table de dîner devant moi, avec tellement de types de nourriture différents. Oh, j'ai tellement faim. D'abord, je vais prendre de la soupe, du poulet aussi, et du chocolat. Oh, il y a aussi du pain. Elle rêvait et faisait semblant de manger la nourriture. Elle avait allumé tant d'allumettes et la neige avait ainsi cédé de tomber. Les étoiles dans le ciel brillaient de 1000 feux. Elle a levé les yeux et une étoile filante a traversé le ciel. Alors, elle a fait un vœu comme sa grand-mère lui avait dit. Si tu vois une étoile filante, ton souhait se réalisera. Cher Dieu, que tous mes vœux se réalisent. Bien blottie dans son coin, elle s'est endormie.
Mais en fait, son corps s'était figé. La fille aux allumettes a ouvert les yeux dans un lit chaud et moelleux. Le poil brillait. Bonjour petite fille, comment vas-tu? Une gentille vieille dame la regardait de travers. Alors, elle s'est redressée et s'est assise dans le lit. Bonjour. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est réel? Qui êtes-vous? Où suis-je? Je vous ai vu au coin de la rue la nuit dernière quand je rentrais chez moi. Une femme pleurait à côté de toi. Alors je suis allée la voir et elle m'a dit qu'elle était ta mère. Puis nous sommes venus ensemble chez moi. Ma mère? Oh, je suppose qu'elle s'est inquiétée et est venue me chercher puisqu'il fait très tard. Nous t'avons amené ici dans ma maison. Ton petit corps était gelé. J'ai dû appeler un médecin. Dieu merci, il n'était pas trop tard. Merci beaucoup, madame. Mais où est ma mère? J'ai une merveilleuse surprise pour toi. Votre mère et votre grand-mère seront là dans un petit moment. Oh mon Dieu, je suis si heureuse! Moi aussi, petite fille, ma maison est si grande et je me sens vraiment seule. J'ai parlé avec ta mère, tu vas vivre avec moi à partir de maintenant. Ta mère m'aidera à faire le ménage et ta grand-mère et moi serons amis et passerons du temps ensemble. Grand-mère avait raison. Les vœux que l'on fait quand on voit une étoile filante se réalisent. Tu es une très bonne fille. Hier soir, tu t'es battue et tu as traversé une période difficile afin de ramener un peu d'argent à la maison. Tu n'as pas abandonné. Les gens devraient persévérer face aux difficultés et toujours garder espoir. Grand-mère dit toujours que la vie est pleine de surprises. Bien sûr, tu vas commencer l'école tout de suite. Tu mérites d'être heureuse. Je suppose qu'il y a encore des gens très gentils dans ce monde. Après ce jour, la fille aux allumettes n'a plus jamais eu froid et a vécu une vie très heureuse. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style. Il était une fois, dans un pays lointain, la famille Stanbaum. Leur fille s'appelait Clara et leur fils Fritz. La veille du Nouvel An, Clara était très excitée et ne pouvait pas s'endormir. Elle attendait avec impatience que le jour suivant arrive. Le temps passait si lentement. Oh Dieu, s'il vous plaît, écoutez mes prières. Fais qu'il neige demain soir et laisse-moi avoir un très beau cadeau de Nouvel An. Enfin, le Nouvelle Année est arrivé. Ils ont décoré toute la maison et bien sûr le sapin dans le salon. Quand Clara se réveilla le matin, elle n'en croyait pas ses yeux. Ses prières avaient été exaucées pendant qu'elle dormait. Elle avait neigé toute la nuit. Tout était recouvert de neige. Père et sœur, ensemble, regardaient la neige par la fenêtre et attendaient l'arrivée de leur oncle. Enfin, on vit l'oncle Drosselmeyer au début de la route. Mais de loin, elle pouvait voir que le grand sac qu'elle tenait à la main était rempli de cadeaux. Il arrive! Il arrive, maman! L'oncle Drosselmeyer arrive! Et il a un énorme sac à la Il a un main. énorme sac à la main! Je suis sûre que nos cadeaux sont dans le sac! Vite, ouvre la porte. Il fait froid dehors. Il doit être gelé. Les enfants l'ont accueilli avec joie. Bienvenue, oncle Drosselmeyer! Bienvenue, oncle! Salut les enfants! Le vieil homme s'est immédiatement assis près de la cheminée pour se réchauffer. Mon oncle,
Tu peux me donner mon cadeau maintenant, s'il te plaît? Je suis si excitée que je ne peux plus attendre. Moi aussi. Allez, mon oncle. Ah 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 ah. Ok. Je vais les ouvrir tout de suite. Leur oncle ouvrit le sac à cadeaux et donna la grande et belle boîte à Clara et l'autre à Fritz. Clara, qui a ouvert la boîte avec excitation, a crié de joie quand elle a vu le soldat Casse-Noisette à l'intérieur. Mon cher soldat, j'allais danser avec toi. Quel dommage. Je n'ai même pas encore eu la chance de jouer avec toi. Je suis si heureux qu'il te plaise, Clara. À ce moment-là, Fritz, qui regardait Clara, a rapidement ouvert son propre cadeau. Une grande souris noire habillée en pirate est sortie de sa boîte. Mais Fritz n'a pas du tout aimé son cadeau. Elle voulait que le cadeau de Clara lui soit donné. Il jeta rageusement la souris par terre et prit Casse-Noisette des mains de Clara et le claque contre le mur. Ses yeux étaient pleins de jalousie. Fritz? Je veux un casse-noisette aussi. Je n'aime pas du tout cette souris. Pourquoi le cadeau de Clara est-il meilleur que le mien? Ne dis pas ça, Fritz. Ton cadeau est bien aussi. C'est très gentil de la part de ton oncle d'avoir pensé à toi et d'avoir apporté un cadeau. Tu es impoli d'agir comme ça. Je m'en fous. Je ne veux pas de cette affreuse souris. Clara, qui se rendit à l'endroit où la casse-noisette était tombée, remarqua qu'un de ses bras était cassé. C'est un petit jouet. Que peut-elle me faire? On peut probablement parler et arranger les choses. Ne sois pas triste, Clara. Je vais les réparer tout de suite. Il sera comme neuf. Ne t'inquiète pas. Oncle Drosselmayer a immédiatement collé le bras de Casse-Noisette et l'a réparé. Fritz, qu'est-ce que tu as fait n'est pas bien. J'avais beaucoup plus de soldats. J'avais l'intention de te surprendre plus tard, mais tu as maintenant perdu ta chance. À la fois en colère et triste du comportement de Fritz, son oncle a caché la boîte pleine de soldats dans un armoire. Mais oncle... Que cela te serve de leçon. Honteux de ce qu'il avait fait, Fritz savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a baissé la tête de honte et était allé dans sa chambre. Après minuit, c'était l'heure de se coucher. Comme c'était la veille du Nouvel An, il avait le droit de dormir si tard, mais la nuit était maintenant terminée. Tout le monde s'est souhaité une bonne année et est allé dans sa chambre. Clara se coucha dans son lit avec la casse-noisette. Alors qu'elle dormait profondément, elle entendit des bruits de cliquet en bas. Curieuse, elle est descendue dans le salon. En bas, il y avait un bataillon de souris, identique à la souris pirate que Fritz avait reçu en cadeau, qui se promenait et mettait le désordre dans le salon. Clara, où es-tu? Descends! Clara savait que les souris pirates la cherchaient et elle était très effrayée. Mais après un moment, elle a réfléchi qu'il n'y avait pas à savoir peur d'une petite souris jouée. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Elle laissa la casse-noisette en haut de l'escalier et descendit les escaliers. Et qu'est-ce qu'elle voit? Les petites souris jouées étaient encore plus grandes qu'elle. Et pas seules les jouets, tous les meubles étaient aussi énormes. En jetant un coup d'œil rapide autour d'elle, elle a tout de suite compris ce qui se passe. En fait, elle avait rétréci, elle était toute petite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si petite? Je dois m'échapper avant que les souris m'attrapent. Les souris se rapprochèrent de Clara. Nous te capturons, Clara. Tu vas venir avec nous dans la ville des souris. Ne résiste pas. Nous t'attraperons tôt ou tard. À ce moment-là, tous les jouets du salon ont pris vie. Chars, canons, soldats, poupées et animaux en péliche se sont tous dirigés vers les souris pirates. Clara a trouvé que leur seul moyen était de passer derrière les cadeaux sous l'arbre du Nouvelle Année. Comme les autres jouets, le casse-noisette, qui s'est animé à sauter des escaliers et a commencé à combattre les souris pirates. Il était si courageux. Les soldats que l'oncle
Drosselmayer avait mis dans l'armoire ont aussi sauté pour aider. Casse-Noisette, les souris pirates ont été soudainement choqués d'une telle défense et ont commencé à reculer. Courez pour vos vies, nous avons été vaincus. À l'aide! Clara, Clara, tu peux sortir maintenant. Les souris pirates se sont enfuis. Nous avons gagné. Clara est sortie de derrière les cadeaux où elle se cachait de peur. Tout le monde était très heureux de cette victoire. J'avais tellement peur, Casse-Noisette. Tu m'as sauvée de ces souris pirates. Je te remercie beaucoup. Casse-Noisette s'était soudainement transformé en très beau soldat et s'est incliné devant Clara pour l'inviter à danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Clara? Oh, avec plaisir. Ils se mirent à danser et juste à ce moment-là, une belle musique se répandit dans le salon. Des petites fées jetaient des fleurs autour d'elles. Les fleurs étaient magiques et Clara s'est soudainement retrouvée dans un magnifique costume de danseuse de bal et des chaussons de danse. Clara s'était transformée en danseuse de ballet. Je t'admire, Clara. C'est merveilleux que tu fasses du ballet. Merci. Mon plus grand rêve est d'être une danseuse de ballet un jour. Pensez-vous que je puisse en être une? Je suis sûr que tu seras une merveilleuse danseuse de ballet. Alors, le nom de la mélodie qui joue en ce moment s'appellera Casse-Noisette. Chaque fois que tu l'entendras, pense à moi, Clara. Tous les autres jouets les regardaient avec admiration. Clara a fait du ballet avec le Casse-Noisette pendant des heures. Tournant sur un pied, c'était comme si elle volait dans le salon. Mais soudain, elle a entendu un bruit. Clara, Clara, réveille-toi ma chérie, c'est déjà le matin. Tu as dormi avec le Casse-Noisette? Bonjour maman, j'aimerais que tu ne me réveilles pas. Je faisais un rêve merveilleux. Je dansais sans arrêt avec le Casse-Noisette. J'étais une danseuse de ballet. Vraiment? Eh bien, tu dois être fatiguée après toute cette danse. Allez, va te laver, on t'attend pour le petit déjeuner. Elle a vraiment pris le Casse-Noisette dans ses mains et a commencé à danser avec lui. Elle avait encore la mélodie dans l'oreille. C'était comme si le rêve était réel. Mon beau Casse-Noisette. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style. Il était une fois, il y avait un pays où tout le monde était très heureux. Toutes les jeunes filles du pays admiraient le beau fils du roi et de la reine. Le jeune prince était grand, il avait les yeux verts et les cheveux noirs. Et il avait aussi un bon cœur. Le roi et la reine l'avaient très bien élevé. Le prince était devenu un jeune homme qui savait monter à cheval et manier l'épée. Il était un lecteur passionné et un excellent joueur de piano. Mais il était perfectionniste. Il ne pouvait aimer ou épouser personne. Mère, la fille que j'épouserai devra être une vraie princesse. Elle doit être sensée, polie et avoir de bonnes manières. Elle doit être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Elle doit avoir une voix mélodieuse pour pouvoir m'accompagner quand je joue du piano. En effet, elle doit aussi être quelqu'un qui pense aux intérêts de son pays, qui aide tout le monde et qui agit équitablement. Tu as raison, maman. Elle doit aussi animer les animaux et les protéger. Comme
comme il n'y avait pas de princesse ayant ces caractéristiques dans leur pays, le jeune prince décida de chercher sa princesse dans d'autres pays. La princesse qu'il rencontra dans le premier pays qu'il visita était une très belle fille. Mais un jour, alors qu'il se promena dans le jardin, ils virent un petit chiot assis sous un arbre. La princesse se mit soudain à crier. « Pouah! Prenez cet animal sale et jetez-la dehors. Je ne veux pas le voir dans mon jardin. » Sa voix était si dure et effrayante que les gardes se précipitèrent et suivirent ses ordres. Non, ce comportement est inacceptable. Je ne peux pas épouser quelqu'un d'aussi cruel. Il lui poliment ses adieux et partit pour un autre pays. Après un long voyage, il voulait se reposer dans la pension du palais avant de rencontrer la princesse. Soudain, une voix horrible le réveilla, mais il ne pouvait pas dire d'où elle venait. Hé, serviteur, je vous le dis, où est mon gâteau? Vous devez être plus rapide. Apportez mon gâteau maintenant. Mon Dieu, d'où vient ce bruit? Il suivit le son et jeta un coup d'œil derrière la porte de la pièce. Une princesse assise à la tête de la table à manger, qui était remplie de sucreries et de desserts, criait après les serveurs autour d'elle, tout en mangeant voracement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pourquoi n'apportez-vous pas le gâteau, je voulais? Celui que j'ai mangé n'est pas bon. Vite, apportez-moi un nouveau gâteau et sortez! Lorsque le prince vit cette scène, il quitta le palais avant de rencontrer la princesse. Il pensait qu'il ne pourrait jamais épouser quelqu'un qui maltraite ceux qui le servent. Il se dirigea vers le troisième pays pour tenter sa chance une dernière fois. Quand il a rencontré la troisième princesse, il l'a vraiment aimée. Elle est très belle, mais je ne devrais pas me décider tout de suite. Je dois apprendre à mieux les connaître. C'est ce qu'il avait pensé. Après un certain temps et après avoir appris à le connaître, il a réalisé que cette princesse n'était non plus la fille qu'il recherchait. Mon père est un roi très puissant. Même s'il me donnait le monde entier, je voudrais plus. Je suis aussi une très belle princesse. Je veux m'asseoir sur mon trône et que tout le monde autour de moi soit mon esclave. Le prince a été très contrarié en entendant ces mots. Cette belle fille ne peut pas être à ma princesse non plus. La fille que je souhaite épouser ne doit pas être aussi arrogante. Elle devrait être humble et non matérialiste. Dans la tristesse, il retourna dans son pays. Sa mère a vu combien son fils était malheureux et a essayé de le réconforter. Ne sois pas si contrarié, mon fils. Un jour, tu trouveras la fille de tes rêves. Une nuit, par un temps terriblement orageux, quelqu'un frappa à la porte du palais. Le majordome qui ouvrit la porte fut très surpris de voir une si belle fille dans cette tempête. Bonjour, je suis la princesse du pays voisin, et voici mon serviteur. La roue de notre calèche s'est cassée. Pouvons-nous être vos invités et pouvons-nous garder nos chevaux en sécurité jusqu'à ce que nos calèches soient réparées? Ils ont immédiatement fait un rapport au roi. Bien sûr, le roi accepta de le recevoir, compte tenu des conditions météorologiques difficiles. La princesse était trempée et grelottée, mais malgré cela, la reine aimait bien la princesse. Asseyez-vous près de la cheminée, je vais vous chercher des vêtements secs. Vous devriez manger quelque chose et vous reposer un peu. Je suis sûre que tout ira mieux à votre réveil. La princesse se changea et descendit manger quelque chose. Le prince a appris ce qui s'était passé et a voulu rencontrer les invités. Il est regrettable que vous ayez dû endurer de telles circonstances. Mettez-vous à l'aise, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup, cher prince. J'ai une requête. Mes chevaux doivent être bien soignés. Ils ont été misérables par ce temps. Oh, et mon serviteur devrait bien dormir. Le pauvre, il a essayé si fort de réparer la calèche, je ne voudrais pas qu'il tombe malade. Ne vous inquiétez pas, vos demandes seront satisfaites. Vous devriez vous reposer maintenant. Le prince, qui aimait beaucoup la princesse, chuchota à l'oreille de sa mère. Mère, pourrait-elle être la princesse que nous attendions? Je me demande si les choses qu'elle nous a dites sont vraies. Elle est aussi gentille que belle.
Peut-être mon fils, mais voyons si c'est une vraie princesse. Nous le verrons ce soir. La reine conçut rapidement un plan et elle le fit mettre 7 matelas les uns sur les autres où la princesse devait dormir. Et ils mirent un petit poids au fond des matelas. Oui, votre chambre est prête. Princesse, vous pouvez vous reposer maintenant. Merci beaucoup, Votre Altesse. Bonne nuit. Le matin, en prenant le petit déjeuner, la reine entama une conversation avec la princesse. Bonjour, princesse. Avez-vous bien dormi? Bien que le lit semblait confortable, j'avais l'impression d'avoir un énorme rocher sous le dos. Malheureusement, je n'ai pas pu dormir du tout. En entendant cela, la reine a fait un signe d'approbation au prince sans que la princesse ne le remarque. Après le petit déjeuner, le prince et la princesse sont allés se promener dans le jardin. La princesse lui parla de son pays et de sa famille. Elle avait de merveilleux projets pour son pays. En se promenant dans le jardin, ils virent un chaton. La princesse la prit affectueusement dans ses bras et le mit en lieu sûr. N'est-ce pas une si belle créature, mon prince? Lorsqu'ils entrèrent dans le palais, le prince se mit à jouer du piano. La princesse l'accompagnait. Sa voix était si mélodieuse que tout le monde dans le palais l'écoutait avec admiration. Sa voix était si mélodieuse que tout le monde dans le palais l'écoutait. Le prince, qui avait aimé la princesse, dès qu'elle l'avait vue, pensa qu'il avait trouvé la princesse de ses rêves. Après quelques jours, il était temps pour la princesse de retourner dans son pays. Mon prince, je vous remercie pour tout. Vous avez été un hôte formidable pour moi, mon serviteur et mes chevaux aussi. Mais je dois retourner dans mon pays. Le jeune prince ne voulait pas qu'elle parte. Il était sûr qu'elle était la fille qu'elle cherchait et il fit part à la reine et au roi qu'il pensait l'épouser. Mère, père, je suis sûr que vous pensez la même chose. Cette fille est une vraie princesse. Elle ne donne pas d'ordre et demande poliment à ses serviteurs et les remercie aussi. Elle aime toutes les créatures. Elle est polie, généreuse et intelligente. Je suis sûr que c'est la bonne. Ok, fils. Quand tu veux, nous irons dans son pays et demanderons à son père, le roi, sa permission pour le mariage. Le prince, qui a obtenu l'approbation du roi et de la reine, demande la main de la princesse. En effet, la princesse a également aimé le prince dès qu'elle l'a rencontré. Son amour a grandi au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble. Ainsi, lorsque le prince l'a demandé en mariage et ils lui ont donné une bague, la princesse a accepté avec joie. La fête a duré 40 jours et 40 nuits. Et après ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours.